Je m'appelle Michel, j'ai 63 ans, et je vis dans une petite ferme isolée près de Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire. Pendant toute ma vie, j'ai été un homme pragmatique, les pieds bien ancrés dans la terre, concentré sur mes vignes, mes oliviers, et le rythme tranquille de la campagne française. Je n'ai jamais été du genre à croire aux histoires extraordinaires, aux phénomènes inexpliqués, ou aux récits de rencontres avec des êtres venus d'ailleurs. Pour moi, la vie se résumait à ce que je pouvais voir, toucher et comprendre. Mais ce qui m'est arrivé il y a quelques mois a complètement bouleversé cette vision du monde. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas pour me vanter ou attirer l'attention, mais parce que j'ai reçu un message que je ne peux pas garder pour moi. Un message qui concerne chacun d'entre nous, chaque être humain sur cette planète. Un message qui m'a été confié avec une instruction claire. Prévenez l'humanité avant 2026. Je sais que cela peut sembler absurde, voire prétentieux. Qui suis-je pour prétendre avoir reçu un tel message ? Je ne suis ni scientifique, ni politicien, ni personne d'important. Je suis simplement un vigneron du centre de la France, un homme ordinaire qui a vécu une expérience extraordinaire. Et c'est précisément pour cette raison que j'ai hésité pendant des semaines avant de décider de partager cette histoire. J'ai eu peur qu'on se moque de moi, qu'on me traite de fou, qu'on invalide ce que j'ai vécu. Mais plus les jours passaient, plus je réalisais que mon silence pourrait avoir des conséquences bien plus graves que le jugement des autres. Parce que ce message n'est pas le mien. Il appartient à l'humanité entière. Et si je ne le transmets pas, je deviens complice d'un silence qui pourrait nous coûter notre avenir collectif. Permettez-moi de vous raconter comment tout a commencé. C'était une nuit de septembre, une de ces nuits automnales, où l'air devient frais et où le ciel rural, loin de toute pollution lumineuse, se transforme en un océan d'étoiles. J'étais sorti vers 23 heures pour vérifier mes installations d'irrigation, une routine que je fais régulièrement avant de me coucher. Ma ferme se trouve à environ 8 kilomètres du village le plus proche, entourée de collines boisées et de champs qui s'étendent à perte de vue. L'isolement ne m'a jamais dérangé. Au contraire, j'ai toujours trouvé une forme de paix dans cette solitude choisie, loin du bruit et de l'agitation des villes. Cette nuit-là, alors que je marchais entre mes rangées de vignes, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas un bruit, ni même une présence physique. C'était plutôt une sensation, comme si l'atmosphère elle-même avait changé de densité. L'air semblait plus lourd, plus chargé, comme avant un orage, sauf qu'il n'y avait aucun nuage dans le ciel. Les étoiles brillaient avec une intensité inhabituelle, presque hypnotique. Et puis, il y a eu ce silence. Un silence tellement profond qu'il en devenait presque oppressant. Les grillons qui chantaient habituellement à cette période de l'année s'étaient tus. Aucun bruissement de feuilles, aucun mouvement d'animaux nocturnes. Juste ce silence épais et troublant. J'ai d'abord pensé que c'était mon imagination, la fatigue d'une longue journée de travail. Mais alors, quelque chose a attiré mon attention vers le ciel. Ce n'était pas une étoile filante, ni un avion, ni même un satellite. C'était une lumière fixe, d'un blanc bleuté très pur, suspendue au-dessus de la colline est, à environ 200 mètres d'altitude. Elle ne clignotait pas, ne bougeait pas, restait simplement là, immobile et silencieuse. Mon premier réflexe a été de chercher une explication rationnelle. Un drone peut-être ? Mais aucun drone ne reste aussi parfaitement immobile sans le moindre son de moteur. Un ballon météorologique éclairé, cela n'avait aucun sens à cette heure et dans cet endroit. Je suis resté là, debout entre mes vignes, à observer cette lumière pendant ce qui m'a semblé être une éternité, mais qui était probablement quelques minutes. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Je n'ai pas entendu de voix au sens traditionnel du terme. Il n'y a eu aucun son audible, aucune vibration dans l'air. Mais j'ai ressenti une communication. Des pensées qui n'étaient pas les miennes ont commencé à se former dans mon esprit, claires, structurées, impossibles à ignorer. Ce n'était pas comme écouter quelqu'un parler. C'était plus direct, plus profond,
comme si ces pensées se manifestaient directement dans ma conscience, sans passer par mes oreilles ou mes sens habituels. La première chose que j'ai ressentie, c'était une forme de reconnaissance. Pas de salutation formelle, mais plutôt une confirmation que le contact était établi, que j'étais réceptif et que la communication pouvait se poursuivre. Il n'y avait aucune menace dans cette présence, aucune hostilité, mais une gravité profonde, une sérieux qui m'a immédiatement fait comprendre que ce qui allait suivre était important, extrêmement important. Puis, les pensées se sont organisées en concepts plus complexes. J'ai compris, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, que ceux qui me contactaient venaient d'ailleurs, pas d'un autre pays, pas d'une autre planète proche, mais de quelque part tellement éloignée que notre compréhension humaine de la distance n'avait même pas de sens dans ce contexte. Ils m'ont fait comprendre qu'ils observaient l'humanité depuis très longtemps. Non pas comme des scientifiques observent des insectes sous un microscope, mais avec une forme d'intérêt et de préoccupation qui ressemblait presque à de l'inquiétude parentale. Et puis est venue la partie centrale du message, celle qui m'a glacé le sang et qui continue de me hanter chaque jour depuis cette nuit de septembre. Ils m'ont expliqué que l'humanité approchait d'un point critique, pas une catastrophe physique, pas une guerre nucléaire ou un désastre environnemental immédiat, bien que ces dangers existent aussi. Non, ce qu'ils décrivaient était quelque chose de beaucoup plus subtil et, paradoxalement, de beaucoup plus dangereux. Il parlait d'un effondrement de la conscience collective humaine. Je dois vous expliquer ce concept tel que je l'ai compris, parce que c'est le cœur même du message. Selon eux, l'humanité fonctionne comme un organisme collectif, avec une conscience partagée qui lie tous les êtres humains entre eux, que nous en soyons conscients ou non. Cette conscience collective n'est pas mystique ou religieuse dans le sens traditionnel. C'est plutôt comme un réseau invisible d'empathie, de compréhension mutuelle, de valeurs partagées et de capacité à nous reconnaître les uns les autres comme appartenant à la même famille humaine. Quand cette conscience collective est forte et saine, l'humanité progresse, crée, innove et trouve des solutions à ses problèmes. Mais quand elle commence à se fragmenter, quand les connexions entre les êtres humains commencent à se rompre, tout le système devient vulnérable. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment, selon eux. La conscience collective humaine est en train de se désintégrer. Nous nous isolons de plus en plus les uns des autres, non pas physiquement nécessairement, mais émotionnellement et spirituellement. Nous perdons notre capacité à ressentir de l'empathie pour ceux qui ne font pas partie de notre cercle immédiat. Nous nous divisons en groupes de plus en plus petits et antagonistes, incapables de reconnaître notre humanité commune au-delà de nos différences superficielles. Nous nous concentrons sur nos écrans, nos distractions, nos préoccupations individuelles, pendant que le tissu social qui nous maintient ensemble se désagrège lentement, mais sûrement. Les êtres qui me contactaient m'ont fait comprendre que ce processus n'est pas nouveau. Il a commencé progressivement, peut-être depuis plusieurs décennies, mais il s'est accéléré de manière dramatique ces dernières années. Et nous approchons maintenant d'un point de non-retour. Ils ont été très clairs sur ce point. 2026 représente une date limite, pas une date d'extinction ou de catastrophe apocalyptique, mais un seuil au-delà duquel la trajectoire de l'humanité deviendra extrêmement difficile à modifier. Après ce point, la fragmentation de la conscience collective aura atteint un niveau où les êtres humains ne seront plus capables de s'unir face aux défis qui les attendent. Nous entrerons dans une période de chaos émotionnel et social qui pourrait durer des générations. Je me souviens avoir ressenti une vague de panique en recevant cette information. Mon esprit rationnel voulait rejeter tout cela comme impossible, comme une hallucination ou un rêve éveillé. Mais la clarté du message, la profondeur des concepts transmis et l'impact émotionnel de cette communication rendaient impossible de simplement l'ignorer. J'ai essayé de poser des questions mentalement, de demander pourquoi moi, pourquoi ce message était transmis à un simple vigneron au milieu de la France. Et la réponse que j'ai reçue était à la fois humble et responsabilisante.
Ils m'ont fait comprendre qu'ils ne choisissaient pas leurs messagers en fonction de leur statut social, de leur éducation ou de leur influence. Ils cherchaient simplement des individus capables de recevoir le message sans le déformer, des personnes assez ancrées dans la réalité quotidienne pour comprendre les implications pratiques de ce qui leur était communiqué, et assez courageuses pour surmonter leur peur du ridicule et du rejet afin de transmettre ce message. En d'autres termes, ils ne cherchaient pas des héros ou des personnalités exceptionnelles. Ils cherchaient des êtres humains ordinaires, prêts à faire quelque chose d'extraordinaire, par sens du devoir et de responsabilité. Le message n'était pas seulement un avertissement, c'était aussi une explication détaillée de ce qui avait conduit l'humanité à ce point critique. Et cette partie de la communication était peut-être la plus difficile à accepter, parce qu'elle mettait en lumière nos propres responsabilités collectives dans cette situation. Ils ont décrit comment nos sociétés modernes, malgré tous leurs avantages technologiques et matériels, ont créé des conditions qui érodent systématiquement notre humanité fondamentale. Ils ont parlé de la vitesse à laquelle nous vivons maintenant, comment nous sommes constamment pressés, toujours en train de courir vers la prochaine tâche, la prochaine obligation, le prochain objectif. Cette précipitation constante nous empêche de nous connecter véritablement les uns aux autres. Nous n'avons plus le temps de nous asseoir en silence avec quelqu'un, d'écouter vraiment ce qu'une autre personne ressent, de créer ces moments de connexion profonde qui nourrissent notre conscience collective. Nous remplaçons la qualité par la quantité, les relations profondes par des interactions superficielles, et nous nous demandons ensuite pourquoi nous nous sentons si seuls malgré nos milliers de contacts virtuels. Ils ont aussi évoqué la manière dont nous nous sommes progressivement désensibilisés à la souffrance des autres. Nous sommes bombardés quotidiennement par des images de violence, de pauvreté, de catastrophes et d'injustice. Au lieu d'augmenter notre compassion, cette exposition constante a créé une forme d'anesthésie émotionnelle. Nous devenons incapables de ressentir profondément ce que vivent les autres, parce que si nous le faisions, la charge émotionnelle serait insupportable. Alors nous développons des mécanismes de défense. Nous nous détachons, nous continuons notre vie en essayant de ne pas trop penser à tout ce qui ne va pas dans le monde. Et avec chaque couche de détachement que nous ajoutons, un autre fil de notre conscience collective se rompt. La polarisation était un autre thème central de leur message. Ils ont expliqué comment nos sociétés se divisent de plus en plus en camps opposés, incapables de dialoguer, de trouver un terrain commun ou même de reconnaître la validité de perspectives différentes. Cette fragmentation n'est pas le résultat d'un complot ou d'une manipulation externe. C'est une conséquence naturelle de la manière dont nous avons structuré nos systèmes de communication et d'information. Nous créons des bulles où nous n'entendons que des voix qui confirment ce que nous croyons déjà, où toute opinion différente est perçue comme une menace plutôt qu'une opportunité d'apprentissage. Et plus nous restons dans ces bulles, plus l'autre camp nous semble incompréhensible, voire inhumain. Cette nuit-là, debout dans mes vignes, avec cette lumière silencieuse au-dessus de moi, et ces pensées qui n'étaient pas les miennes qui se déployaient dans mon esprit, j'ai compris quelque chose de fondamental sur notre condition humaine actuelle. Nous sommes en train de perdre notre capacité à nous reconnaître mutuellement comme des êtres humains complets et complexes. Nous réduisons les autres à des étiquettes, des catégories, des positions politiques ou des affiliations tribales. Nous oublions que derrière chaque opinion, même celle que nous trouvons répugnante, il y a une personne avec ses propres peurs, ses propres espoirs, sa propre histoire de vie qui l'a amenée là où elle est. Cette réduction de la complexité humaine à des simplifications binaires est peut-être le symptôme le plus dangereux de l'effondrement de notre conscience collective. Mais la partie la plus troublante du message était encore à venir. Ils m'ont expliqué que l'humanité avait déjà traversé des moments similaires dans son histoire. Des périodes où la conscience collective s'était fragmentée, où les êtres humains avaient perdu leur capacité à se reconnaître mutuellement comme appartenant à la même famille.
Et chaque fois, cela avait conduit à des périodes sombres de violence, de chaos et de souffrance qui avaient duré des générations avant que l'humanité ne trouve le chemin pour se reconnecter et reconstruire son tissu social. La différence, cette fois-ci, c'est l'échelle et la vitesse du phénomène. Jamais auparavant dans l'histoire humaine, l'effondrement de la conscience collective n'avait affecté simultanément l'ensemble de la planète et jamais ce processus ne s'était déroulé aussi rapidement. Ils ont aussi précisé quelque chose d'extrêmement important, quelque chose que je veux que vous compreniez clairement. Ils ne sont pas venus pour nous sauver. Ce n'était pas un message d'intervention divine ou extraterrestre. Ils ont été très explicites sur ce point. La responsabilité de l'avenir de l'humanité appartient entièrement aux êtres humains. Ils ne peuvent pas et ne veulent pas interférer directement dans notre évolution collective. Leur rôle se limite à celui d'observateurs préoccupés qui, à certains moments critiques, choisissent de briser leur silence pour offrir un avertissement. Mais ce que nous ferons de cet avertissement, comment nous répondrons à ce moment critique de notre histoire, cela dépend entièrement de nous. Cette réalisation a été à la fois libératrice et terrifiante. Libératrice parce qu'elle signifie que nous avons encore le pouvoir de changer notre trajectoire, que notre avenir n'est pas écrit dans le marbre, que les choix que nous faisons maintenant, individuellement et collectivement, comptent vraiment. Terrifiante, parce qu'elle place un poids énorme de responsabilité sur nos épaules. Il n'y a personne qui viendra nous sauver au dernier moment. Pas d'intervention extraterrestre miraculeuse, pas de technologie révolutionnaire qui résoudra magiquement tous nos problèmes. Juste nous, l'humanité, avec nos forces et nos faiblesses, nos capacités et nos limitations, face à un défi existentiel qui déterminera la qualité de vie de toutes les générations futures. Alors que je restais là, essayant d'absorber l'immensité de ce qui m'était communiqué, j'ai ressenti une question se former dans mon esprit. Une question peut-être naïve, mais profondément humaine. Pourquoi maintenant? Si ce processus de fragmentation est en cours depuis des décennies, pourquoi attendre jusqu'à ce moment pour transmettre ce message? Pourquoi ne pas avoir averti l'humanité plus tôt, quand il aurait peut-être été plus facile de changer de direction? La réponse que j'ai reçue était complexe et nuancée. Ils m'ont expliqué que l'humanité doit traverser certains processus d'apprentissage par elle-même. Une intervention trop précoce aurait pu interférer avec notre développement naturel, nous rendant dépendants d'une aide externe plutôt que de développer notre propre sagesse et notre propre capacité à résoudre nos problèmes. Mais maintenant, nous approchons d'un point où l'absence d'avertissement serait une forme de négligence. C'est comme regarder un enfant jouer près d'une falaise. Vous ne pouvez pas constamment le surveiller et l'empêcher de prendre des risques, car il doit apprendre par lui-même. Mais quand il se rapproche dangereusement du bord, quand la chute devient une possibilité réelle et imminente, l'amour et la responsabilité exigent que vous disiez quelque chose, que vous tendiez la main pour attirer son attention sur le danger, même si c'est finalement à lui de décider de s'éloigner du bord ou non. La communication a continué pendant ce qui m'a semblé être des heures, bien que lorsque j'ai finalement vérifié ma montre, seulement 25 minutes s'étaient écoulées. Le temps lui-même semblait fonctionner différemment pendant cette expérience, comme si j'avais été transporté dans un espace où les règles habituelles de la réalité physique ne s'appliquaient plus complètement. Et pendant tout ce temps, la lumière est restée là, suspendue au-dessus de la colline, immobile et silencieuse, témoin muet de cet échange extraordinaire. Une grande partie du message concernait les solutions, ou plutôt le chemin vers la guérison de notre conscience collective. Et c'est cette partie du message qui m'a le plus surpris, parce qu'elle était à la fois incroyablement simple et profondément difficile à mettre en œuvre. Ils n'ont pas parlé de grandes révolutions politiques, de nouvelles technologies ou de réformes systémiques massives. Ils ont parlé de quelque chose de beaucoup plus fondamental et personnel, le retour à notre humanité essentielle, une personne à la fois. Ils ont expliqué que la conscience collective ne peut pas être réparée de haut en bas par des décisions gouvernementales ou des initiatives institutionnelles.
Elle se reconstruit de bas en haut à travers les choix quotidiens de millions d'individus qui décident consciemment de se reconnecter les uns aux autres, de cultiver l'empathie, de ralentir suffisamment pour voir vraiment les autres êtres humains autour d'eux. Chaque acte authentique de connexion humaine, chaque moment où nous choisissons la compassion plutôt que le jugement, chaque fois où nous tendons la main à quelqu'un qui est différent de nous plutôt que de nous en éloigner, tout cela contribue à renforcer le tissu de notre conscience collective. Je sais que cela peut sembler décevant ou insuffisant face à l'ampleur du problème. Nous vivons dans une culture qui valorise les solutions spectaculaires, les changements dramatiques, les interventions massives. L'idée que le salut de notre civilisation pourrait dépendre de millions de petits actes de bonté et de connexion semble presque ridicule dans sa simplicité. Mais c'est exactement ce qu'ils m'ont fait comprendre. Nous avons été conditionnés à sous-estimer le pouvoir transformateur des petites actions quotidiennes, à chercher toujours des solutions grandioses à l'extérieur de nous-mêmes, alors que le véritable pouvoir de changement réside dans les choix apparemment insignifiants que nous faisons chaque jour. Permettez-moi de vous donner des exemples concrets de ce qu'il décrivait. Imaginez que vous êtes dans un café et que vous voyez quelqu'un assis seul, l'air triste ou préoccupé. Le choix conscient de s'approcher de cette personne, de lui adresser quelques mots aimables, de lui offrir ne serait-ce qu'un sourire sincère, cela semble insignifiant, n'est-ce pas ? Mais multiplié par des millions de personnes faisant ce genre de choix quotidiennement, cela crée une transformation massive de l'atmosphère émotionnelle de notre société. C'est comme des gouttes d'eau qui, une par une, semblent négligeables, mais qui ensemble forment des océans. Ou prenez l'exemple de nos interactions en ligne, qui sont devenues une part si importante de notre vie sociale moderne. Nous avons l'habitude de réagir rapidement, de juger instantanément, de nous engager dans des débats qui dégénèrent souvent en attaques personnelles. Mais que se passerait-il si nous prenions l'habitude de faire une pause avant de répondre à quelque chose qui nous met en colère ou avec lequel nous sommes en désaccord? Que se passerait-il si nous essayions vraiment de comprendre la perspective de l'autre personne avant de formuler notre réponse? Que se passerait-il si nous choisissions consciemment la curiosité plutôt que le jugement, la recherche de compréhension mutuelle plutôt que la victoire dans un débat? Ces choix semblent petits et personnels, mais ils ont des effets d'entraînement qui vont bien au-delà de l'interaction immédiate. Quand nous traitons quelqu'un avec compassion et respect, même quand nous ne sommes pas d'accord avec lui, nous créons un modèle de comportement que d'autres peuvent observer et peut-être reproduire. Nous contribuons à créer une culture où il est normal de se traiter mutuellement avec dignité, où la différence n'est pas perçue comme une menace, mais comme une opportunité d'élargir notre compréhension du monde. Les êtres qui me contactaient ont aussi beaucoup insisté sur l'importance de ralentir. Dans nos sociétés modernes, la vitesse est devenue une vertu en soi. Nous glorifions ceux qui font plus en moins de temps, qui maximisent chaque minute, qui sont constamment productifs et efficients. Mais cette obsession de la vitesse a un coût terrible pour notre humanité. Les connexions authentiques nécessitent du temps. La vraie empathie nécessite que nous nous arrêtions et que nous soyons pleinement présents avec quelqu'un d'autre. La compréhension profonde ne peut pas être précipitée, et pourtant, nous avons structuré nos vies de manière à rendre ces moments de connexion profonde de plus en plus rares. Ils m'ont fait voir comment même nos tentatives de connexion sont souvent contaminées par cette culture de la vitesse. Nous envoyons des messages rapides, au lieu d'avoir des conversations réelles. Nous parcourons les fils d'actualité de nos amis, au lieu de nous asseoir avec eux et d'entendre vraiment ce qui se passe dans leur vie. Nous assistons à des événements sociaux en pensant déjà à la prochaine chose sur notre liste de tâches. Nous sommes physiquement présents mais mentalement ailleurs, et cette présence partielle érode lentement la qualité de nos relations et notre capacité à maintenir une conscience collective forte. La solution qu'il proposait n'était pas de rejeter la technologie ou de revenir à un mode de vie prémoderne. C'était plutôt de cultiver une pratique intentionnelle de présence et de connexion dans le contexte de nos vies modernes.
de créer consciemment des espaces dans nos journées où nous nous déconnectons des écrans et nous reconnectons aux êtres humains autour de nous, de résister à la pression constante, de faire plus et d'être plus productif, et de valoriser à la place les moments de connexion authentique et de présence partagée. Une partie du message qui m'a particulièrement touché concernait la nature de l'espoir. Dans nos sociétés actuelles, beaucoup de gens ont perdu espoir en l'humanité. Les nouvelles sont remplies d'histoires de violence, de corruption, d'injustice et de destruction environnementale. Il est facile de sombrer dans le cynisme, de croire que les êtres humains sont fondamentalement égoïstes et destructeurs, que nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Ce narratif du désespoir est devenu tellement répandu qu'il semble presque naïf ou irréaliste de suggérer que l'humanité est capable de mieux. Mais les êtres qui me contactaient voyaient les choses très différemment. Ils m'ont fait comprendre que l'humanité possède un potentiel extraordinaire de bonté, de créativité, de compassion et de sagesse. Ce potentiel n'a pas disparu et ne disparaîtra pas. Il est toujours là, présent en chaque être humain, attendant simplement les conditions appropriées pour s'exprimer pleinement. Le problème n'est pas que les êtres humains sont mauvais ou irrémédiablement corrompus. Le problème est que nous avons créé des systèmes et des conditions qui rendent difficile l'expression de notre meilleure nature, qui récompensent souvent le comportement égoïste et punissent la générosité, qui fragmentent plutôt que de connecter, qui accélèrent alors que nous avons besoin de ralentir. Mais ces systèmes ne sont pas immuables. Ils ont été créés par des êtres humains et peuvent être transformés par des êtres humains. Et c'est là que réside le véritable espoir. Chaque fois qu'un individu fait le choix conscient de vivre selon des valeurs de connexion, de compassion et de présence, il contribue à créer les conditions qui permettent à d'autres de faire de même. Le changement se propage, non pas de manière linéaire, mais de manière exponentielle. Un acte de bonté inspiré inspire d'autres actes de bonté. Une communauté qui valorise la connexion authentique devient un modèle pour d'autres communautés. Des cercles de transformation se forment et s'élargissent, créant progressivement une masse critique de personnes vivant consciemment d'une manière qui renforce plutôt que d'affaiblir notre conscience collective. Vous savez, je me demande si certains d'entre vous qui écoutent cette histoire en ce moment se sentent sceptiques ou peut-être même agacés. Je comprends parfaitement. Si quelqu'un m'avait raconté cette histoire il y a 1 an, avant que je vive cette expérience moi-même, j'aurais probablement eu la même réaction. Une partie de moi aurait voulu croire, parce que nous aspirons tous à trouver un sens plus profond dans nos vies, à croire que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Mais une autre partie de moi, la partie rationnelle et pragmatique, aurait cherché des explications alternatives, des raisons de douter, des moyens de ramener cette histoire extraordinaire dans le domaine du familier et de l'explicable. Et c'est exactement cette tension que j'ai vécue moi-même après cette nuit. Pendant les jours et les semaines qui ont suivi, j'ai oscillé entre la certitude absolue que ce que j'avais vécu était réel et important, et le doute paralysant que peut-être j'avais simplement vécu une hallucination élaborée, un produit de mon imagination ou d'un état neurologique inhabituel. J'ai consulté mon médecin qui a effectué une série de tests pour s'assurer que je n'avais pas de tumeur cérébrale ou d'autres conditions médicales qui auraient pu expliquer cette expérience. Tous les tests sont revenus normaux. J'ai aussi fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commencé à rechercher des histoires similaires, des témoignages d'autres personnes qui auraient vécu des expériences de contact similaires. Et ce que j'ai découvert m'a à la fois rassuré et troublé. Il y a apparemment des centaines, peut-être des milliers de personnes à travers le monde qui rapportent avoir reçu des messages similaires ces dernières années. Pas tous identiques dans leurs détails, mais remarquablement cohérents dans leurs thèmes centraux. Un avertissement sur l'état actuel de l'humanité, un accent sur l'importance de la connexion et de la conscience collective, et une date limite
qui se situe quelque part entre maintenant et 2026. Est-ce que vous êtes encore là en train d'écouter cette histoire? Est-ce qu'elle résonne en vous d'une manière ou d'une autre? J'aimerais savoir d'où vous écoutez ceci en ce moment. Êtes-vous chez vous, dans une grande ville française, ou peut-être quelque part dans le monde francophone? Où que vous soyez, quelle que soit votre situation, sachez que ce message s'adresse à vous tout autant qu'à n'importe qui d'autre. Parce que chacun d'entre nous, sans exception, fait partie de cette conscience collective humaine et a un rôle à jouer dans son avenir. Je dois maintenant vous parler de la partie la plus difficile du message, celle que j'ai hésité le plus longtemps à partager. Les êtres qui m'ont contacté m'ont montré des images, ou plutôt des impressions visuelles et émotionnelles, de ce qui attend l'humanité si nous franchissons ce point de non-retour en 2026 sans avoir commencé à inverser la fragmentation de notre conscience collective. Et je vous préviens, ce que je vais décrire n'est pas agréable. Ce n'est pas apocalyptique dans le sens hollywoodien du terme. Pas de flammes et de destruction spectaculaire. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et, à certains égards, de beaucoup plus effrayant. Ce que j'ai vu, c'était un avenir où l'isolement émotionnel devient la norme, où les êtres humains vivent les uns à côté des autres sans vraiment se voir, sans vraiment se connecter. Un monde où la méfiance est devenue si profondément enracinée que nous avons perdu la capacité de former des liens authentiques, où chaque interaction est teintée de soupçons et de défense. Un monde où les gens se sentent profondément seuls, même au milieu de foules, où l'anxiété et la dépression sont devenues si répandues qu'elles sont considérées comme l'état normal de l'expérience humaine. Dans cette vision du futur, les structures sociales qui nous maintiennent ensemble, les familles, les communautés, les réseaux de soutien mutuel, toutes ces choses se sont progressivement désintégrées. Non pas d'un seul coup, mais lentement, presque imperceptiblement, comme un tissu qui se défait fil par fil. Les gens sont de plus en plus atomisés, réduits à des unités individuelles, en compétition les unes avec les autres pour des ressources limitées, incapables de s'unir pour résoudre des problèmes collectifs, parce que la confiance nécessaire pour une action collective a disparu. Et le plus troublant dans cette vision, c'était que les gens ne semblaient même pas pleinement conscients de ce qu'ils avaient perdu. Ils s'étaient tellement habitués à vivre dans cet état d'isolement et de déconnexion qu'ils ne se souvenaient plus de ce que c'était que de se sentir vraiment connectés aux autres, de faire partie d'une communauté soudée, de pouvoir compter sur les autres et être comptés par eux. Ils avaient normalisé leur propre souffrance, au point qu'ils ne cherchaient même plus à changer leur situation. Mais voici ce qui est crucial à comprendre. Cette vision n'était pas une prédiction inévitable. C'était un avertissement, une possibilité, un avenir potentiel qui se manifestera seulement si nous continuons sur notre trajectoire actuelle sans faire de changement conscient. Et c'est précisément pour cette raison que le message m'a été transmis, pour que je puisse le transmettre à d'autres, pour que nous puissions collectivement choisir un chemin différent. Parce qu'il y avait aussi une autre vision, une autre possibilité d'avenir qui m'a été montrée. Un avenir où suffisamment d'êtres humains ont fait le choix conscient de se reconnecter, de cultiver l'empathie, de ralentir et de vraiment voir les autres. Un avenir où la conscience collective non seulement s'est stabilisée, mais a commencé à se renforcer, créant une base solide pour une nouvelle phase de l'évolution humaine. Dans cette vision alternative, les êtres humains n'avaient pas abandonné la technologie ou le progrès matériel. Ils avaient simplement appris à équilibrer ces choses avec leurs besoins émotionnels et spirituels les plus profonds. Ils avaient créé des communautés qui valorisaient la connexion authentique autant que la productivité économique. Ils avaient développé des systèmes d'éducation qui enseignaient non seulement des compétences techniques, mais aussi l'empathie, la présence et la sagesse émotionnelle. Ils avaient restructuré leur vie de manière à créer régulièrement des espaces pour la connexion profonde, la réflexion silencieuse et la présence partagée. Et ce qui était remarquable dans cette vision, c'était la joie. Pas un bonheur superficiel
ou une euphorie constante, mais une joie profonde et durable qui venait du sentiment d'être vraiment vu, vraiment connu, vraiment connecté aux autres êtres humains. Les gens dans cette vision portaient encore leur fardeau, faisaient encore face à des défis et des difficultés, mais ils ne les portaient plus seuls. Ils avaient des communautés de soutien, des réseaux de personnes qui se souciaient vraiment d'eux et qu'ils pouvaient aider en retour. Ces deux visions m'ont été présentées non pas comme des prédictions fixes, mais comme des possibilités entre lesquelles nous pouvons choisir. Et le choix ne se fait pas en une seule fois, dans un grand moment de décision dramatique. Le choix se fait des milliers de fois par jour, dans chaque interaction que nous avons, dans chaque décision que nous prenons sur la manière de dépenser notre temps et notre attention, dans chaque moment où nous choisissons soit de nous fermer et de nous isoler, soit de nous ouvrir et de nous connecter. Je me souviens qu'à un moment, pendant cette communication, j'ai demandé mentalement pourquoi il se souciait de ce qui arrivait à l'humanité. Après tout, si ce sont vraiment des êtres venus d'ailleurs, d'une civilisation probablement bien plus avancée que la nôtre, pourquoi investir du temps et de l'énergie à nous avertir de nos propres erreurs? La réponse que j'ai reçue était à la fois simple et profonde. Ils m'ont fait comprendre qu'il existe une sorte de fraternité cosmique entre les civilisations conscientes de l'univers. Ce n'est pas une organisation formelle avec des règles et des structures, mais plutôt une reconnaissance partagée que la conscience elle-même est précieuse et rare dans l'univers. Chaque civilisation qui développe la conscience et la capacité de contempler sa propre existence représente quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui mérite d'être préservé si possible. Ils nous observent non pas comme des créatures inférieures à étudier, mais comme des êtres frères en évolution, aux prises avec des défis qu'ils ont eux-mêmes probablement affrontés à un moment de leur propre développement. Et ils ont aussi suggéré quelque chose d'encore plus intrigant, que l'humanité, malgré tous ses défauts et ses difficultés actuelles, possède quelque chose de unique et de précieux, une combinaison particulière de créativité, de passion, de résilience et de capacité d'amour profond qui n'existe nulle part ailleurs, exactement de la même manière. La perte de cette perspective humaine unique serait un appauvrissement non seulement pour nous, mais pour l'ensemble de la communauté des êtres conscients dans l'univers. Cette idée m'a profondément ému. Nous passons tellement de temps à nous concentrer sur nos défauts, nos échecs, nos divisions et nos faiblesses. Nous nous comparons souvent négativement à une vision idéalisée de ce que nous devrions être. Mais ces êtres venus d'ailleurs pouvaient voir quelque chose en nous que nous avons du mal à voir en nous-mêmes. Notre valeur intrinsèque, notre potentiel unique, les qualités qui nous rendent précieux exactement tels que nous sommes, même dans notre état actuel d'évolution incomplète. Au cours des semaines suivant cette expérience, j'ai commencé à changer ma propre vie de manière subtile mais significative. Je me suis surpris à ralentir, à vraiment regarder les gens que je croisais au village, à engager des conversations plus longues et plus profondes avec les voisins que j'avais l'habitude de simplement saluer en passant. J'ai commencé à éteindre mon téléphone pendant certaines parties de la journée, créant des espaces de silence et de présence que je n'avais pas eus depuis des années. Et quelque chose de remarquable s'est produit. J'ai commencé à remarquer des changements dans mes relations et dans ma propre expérience intérieure. Les conversations que j'avais avec les gens devenaient plus riches, plus satisfaisantes. Je me sentais plus connecté non seulement aux autres, mais aussi à moi-même, à mes propres sentiments et besoins profonds que j'avais l'habitude d'ignorer dans ma course quotidienne. Une paix intérieure que je n'avais pas ressentie depuis des années a commencé à émerger, non pas comme quelque chose que je devais atteindre ou accomplir, mais simplement comme un état naturel qui apparaissait quand je cessais de résister et que je me permettais d'être pleinement présent. Mais j'ai aussi réalisé que ces changements personnels, aussi importants qu'ils soient pour ma propre vie, n'étaient qu'un début. Le message que j'avais reçu ne concernait pas seulement ma propre transformation personnelle, il concernait la transformation collective de l'humanité.
Et cette transformation nécessite que le message soit partagé, que d'autres personnes soient conscientes de ce moment critique dans lequel nous nous trouvons et des choix qui s'offrent à nous. C'est pourquoi j'ai finalement pris la décision de partager publiquement cette expérience, malgré toutes mes craintes et mes hésitations. Je sais que certains me considéreront comme fou ou naïf. Je sais que d'autres chercheront à exploiter cette histoire pour leurs propres agendas. Mais je sais aussi que si je garde le silence, je trahis la confiance qui m'a été accordée et je prive potentiellement des gens d'informations qui pourraient les aider à naviguer dans cette période critique. Et voici ce que je veux que vous compreniez clairement. Vous n'avez pas besoin de croire ma histoire pour en bénéficier. Vous n'avez pas besoin d'accepter l'existence d'êtres extraterrestres ou l'authenticité de mon expérience pour reconnaître la vérité profonde du message lui-même. Regardez autour de vous. Observez votre propre vie et les vies de ceux qui vous entourent. Ressentez-vous cette fragmentation, cet isolement croissant, cette difficulté à vraiment vous connecter aux autres? Voyez-vous les signes d'une conscience collective qui s'érode? Si c'est le cas, alors peu importe d'où vient le message, peu importe si c'était vraiment des extraterrestres qui me l'ont transmis ou si c'était simplement mon propre inconscient qui a synthétisé des observations évidentes sur notre condition actuelle. Le message reste vrai et important indépendamment de sa source. Ce qui compte, c'est ce que nous choisissons de faire avec cette information. Ce qui compte, ce sont les choix que chacun de nous fait dans les jours, les semaines et les mois à venir. Parce que 2026, ce n'est pas si loin. C'est dans quelques années seulement. Et si le message que j'ai reçu est précis, nous n'avons pas beaucoup de temps pour commencer à inverser la tendance actuelle. Mais voici ce qui est encourageant. Chaque jour où nous faisons consciemment le choix de nous connecter, de ralentir, d'être présents et d'étendre notre compassion au-delà de notre cercle immédiat, nous contribuons à cette transformation collective. Chaque acte de bonté, chaque moment de connexion authentique, chaque fois où nous choisissons de voir pleinement un autre être humain dans toute sa complexité et sa dignité, tout cela compte. Rien de cela n'est perdu. Tout cela s'accumule, crée des ondes qui se propagent bien au-delà de l'interaction immédiate. Et vous savez quoi? Nous n'avons même pas besoin que tout le monde participe à cette transformation pour qu'elle réussisse. Selon ce qui m'a été communiqué, il existe un principe de masse critique dans la conscience collective. Une fois qu'un certain pourcentage de la population commence à vivre consciemment d'une manière qui renforce la connexion et l'empathie, cela crée un effet d'entraînement qui influence l'ensemble du système. Ce pourcentage n'a pas besoin d'être majoritaire. Quelque chose comme 10 à 15% de la population vivant consciemment de cette manière pourrait suffire à stabiliser et commencer à guérir la conscience collective de l'humanité entière. Cela signifie que chacun d'entre nous a un pouvoir incroyable. Nous ne sommes pas impuissants face aux grandes tendances de notre époque. Nous ne sommes pas de simples spectateurs passifs, regardant l'humanité dériver vers un avenir sombre. Nous sommes des participants actifs dans la création de cet avenir, et nos choix quotidiens ont plus d'importance que nous ne le réalisons habituellement. Je veux être clair sur une chose. Je ne suis pas en train de suggérer que nous pouvons simplement méditer ou penser positivement, et que tous nos problèmes se résoudront magiquement. Les défis auxquels l'humanité est confrontée sont réels et sérieux. Le changement climatique, les inégalités économiques croissantes, les tensions géopolitiques, tous ces problèmes nécessitent des solutions concrètes et des actions pratiques. Mais ce que le message soulignait, c'est que notre capacité à résoudre collectivement ces problèmes dépend fondamentalement de l'état de notre conscience collective. Si nous sommes trop fragmentés, trop isolés, trop incapables de nous faire confiance et de coopérer les uns avec les autres, alors même les meilleures solutions techniques échoueront parce que nous ne pourrons pas nous unir pour les mettre en œuvre. À l'inverse, si nous pouvons renforcer notre conscience collective, si nous pouvons reconstruire les ponts de confiance et de connexion entre les êtres humains,
alors notre capacité collective à résoudre les problèmes augmente exponentiellement. Nous devenons capables de coopération à grande échelle, de sacrifices partagés pour le bien commun, d'innovation collective qui tire parti des talents et des perspectives de milliards d'êtres humains plutôt que d'une petite élite. C'est pourquoi le message n'était pas seulement un avertissement, mais aussi une invitation à l'espoir. L'espoir n'est pas une naïveté aveugle qui ignore les problèmes réels. L'espoir est la reconnaissance que l'avenir n'est pas encore écrit, que nous avons encore le pouvoir de choisir, que les tendances actuelles peuvent être inversées si suffisamment de personnes décident consciemment de vivre différemment. Et cet espoir est fondé sur quelque chose de très réel, la capacité intrinsèque des êtres humains à changer, à grandir, à apprendre de leurs erreurs et à faire de meilleurs choix. Nous l'avons fait auparavant dans l'histoire humaine. Des civilisations qui semblaient au bord de l'effondrement ont trouvé des moyens de se réinventer. Des mouvements sociaux qui semblaient impossibles ont réussi à transformer des sociétés entières. Des individus qui étaient profondément perdus ont trouvé des chemins vers la guérison et la transformation. Il n'y a aucune raison de croire que nous ne pouvons pas le faire à nouveau, à cette échelle et dans ce moment critique. Mais cela nécessite quelque chose de nous, cela nécessite que nous soyons conscients du moment dans lequel nous vivons, que nous comprenions les enjeux et que nous choisissions consciemment de faire partie de la solution plutôt que de continuer à contribuer inconsciemment au problème. Alors que je me tiens devant vous aujourd'hui, partageant cette histoire extraordinaire qui m'est arrivée dans mes vignes une nuit de septembre, je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Je ne prétends pas être un guide spirituel ou un leader d'aucune sorte. Je suis simplement un messager, quelqu'un qui a reçu une information importante et qui a décidé, malgré toutes ses peurs et ses doutes, que cette information devait être partagée. Mais je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Le simple fait que vous ayez écouté cette histoire jusqu'ici signifie quelque chose. Cela signifie que vous êtes quelqu'un qui est ouvert à des perspectives nouvelles, quelqu'un qui est prêt à considérer des possibilités au-delà de l'ordinaire, quelqu'un qui ressent probablement intuitivement qu'il y a quelque chose de profondément important qui se passe dans notre monde en ce moment. Et cette ouverture, cette capacité à écouter et à réfléchir, c'est exactement ce dont l'humanité a besoin en ce moment. Je ne vous demande pas de croire aveuglément tout ce que j'ai partagé. Je vous demande simplement de considérer la possibilité que le message central puisse être vrai, que nous vivons à un moment critique de l'histoire humaine, que la fragmentation de notre conscience collective est un danger réel et présent, et que chacun de nous a le pouvoir de contribuer à la guérison de cette conscience collective à travers nos choix et nos actions quotidiennes. Et je vous invite à faire une expérience simple. Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, faites attention à vos interactions avec les autres. Remarquez combien de fois vous êtes vraiment présent avec quelqu'un d'autre, pleinement attentif et ouvert, versus combien de fois vous êtes physiquement présent mais mentalement ailleurs. Remarquez ce que vous ressentez dans ces moments de connexion authentique versus ces moments d'interaction superficielle ou d'isolement. Et puis faites consciemment l'effort de créer plus de ces moments de connexion authentique, même si ce n'est qu'un ou deux par jour au début. Observez ce qui se passe. Observez comment cela change votre propre expérience intérieure et vos relations. Observez comment les gens réagissent quand vous leur offrez votre présence pleine et authentique. Je parie que vous serez surpris par la puissance de ces petits changements, par la manière dont ils commencent à transformer non seulement votre propre vie, mais aussi l'atmosphère émotionnelle autour de vous. Et si suffisamment d'entre nous faisons cela, si suffisamment d'entre nous commençons à vivre consciemment de cette manière, alors peut-être, juste peut-être, nous pourrons inverser cette tendance vers la fragmentation et commencer à reconstruire la conscience collective forte et saine dont l'humanité a besoin pour naviguer dans les défis qui l'attendent. Le moment où je me tenais dans mes vignes cette nuit de septembre, avec cette lumière silencieuse au-dessus de moi et ces pensées qui n'étaient pas les miennes qui se déployaient dans mon esprit,
reste le moment le plus extraordinaire de ma vie. Cela a changé ma compréhension de qui nous sommes en tant qu'espèce, de notre place dans l'univers et de ce qui est vraiment important dans nos vies. Mais plus que tout, cela m'a donné un sens de responsabilité et de possibilité que je n'avais jamais ressenti auparavant. La responsabilité de transmettre le message que j'ai reçu, aussi difficile ou risqué que cela puisse être, et la possibilité qu'ensemble, collectivement, nous puissions vraiment choisir un avenir meilleur, que nous puissions être la génération qui a inversé le déclin de la conscience collective humaine et qui a mis l'humanité sur un chemin plus sain et plus durable. Alors voici mon message final pour vous aujourd'hui. Nous vivons dans un moment extraordinaire et critique de l'histoire humaine. Les choix que nous faisons maintenant, individuellement et collectivement, auront des répercussions pour des générations. La fragmentation de notre conscience collective est réelle et dangereuse, mais elle n'est pas inévitable. Nous avons encore le pouvoir de choisir un chemin différent. Et ce choix commence par chacun d'entre nous, dans nos vies quotidiennes, dans nos interactions ordinaires, dans les petits moments qui semblent insignifiants mais qui, accumulés, créent la texture même de notre expérience collective humaine. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de grandiose ou d'héroïque. Vous n'avez pas besoin de changer votre vie entière du jour au lendemain. Commencez simplement là où vous êtes. Ralentissez un peu. Soyez plus présent avec les gens autour de vous. Choisissez consciemment la compassion plutôt que le jugement, la connexion plutôt que l'isolement, la présence plutôt que la distraction, et observez ce qui se passe. Observez comment ces petits changements commencent à créer des ondes qui se propagent bien au-delà de vous-même. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette entreprise. Il y a des millions de personnes à travers le monde qui ressentent la même chose, qui cherchent des moyens de vivre plus consciemment et de contribuer à la guérison de notre conscience collective. Vous faites partie d'un mouvement global de personnes qui choisissent de vivre différemment, même si ce mouvement n'a pas de nom officiel ou de structure formelle. Chaque fois que vous choisissez la connexion, vous vous joignez à ce mouvement. Chaque fois que vous choisissez la présence, vous renforcez ce réseau invisible de personnes qui construisent consciemment un avenir meilleur. La lumière qui planait au-dessus de ma colline, cette nuit de septembre, a fini par disparaître aussi silencieusement qu'elle était apparue. Un moment, elle était là, et le suivant, elle n'y était plus, comme si elle s'était simplement fondue dans le ciel étoilé. Mais le message qu'elle a laissé reste avec moi chaque jour, me guidant, me rappelant ce qui est vraiment important, me donnant l'espoir et le courage de vivre consciemment, même quand c'est difficile. Et maintenant, je vous ai transmis ce message. Ce que vous choisissez d'en faire, c'est à vous de décider. Mais sachez ceci, vous avez été avertis. Vous avez été informés. Vous savez maintenant que nous vivons dans un moment critique et que vos choix importent. Vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Et avec cette connaissance vient la responsabilité de choisir consciemment comment vous allez vivre, comment vous allez interagir avec les autres, quelle sorte d'avenir vous allez contribuer à créer. Le temps presse. 2026 n'est pas loin, mais nous avons encore le temps si nous agissons maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine, mais maintenant, aujourd'hui, dans ce moment présent. Parce que c'est toujours dans le moment présent que le changement réel se produit. Le passé est derrière nous et ne peut pas être changé. L'avenir n'existe pas encore et reste ouvert aux possibilités. Mais le présent, ce moment exactement où vous vous trouvez maintenant, c'est là que réside votre pouvoir. C'est là que vous pouvez choisir. C'est là que vous pouvez commencer à vivre différemment. Alors, je vous laisse avec une question simple mais profonde. Comment allez-vous choisir de vivre à partir de maintenant? Allez-vous continuer sur la voie de l'isolement croissant, de la distraction constante et de la déconnexion des autres? Ou allez-vous choisir consciemment un chemin différent, un chemin de présence, de connexion et de contribution à la guérison de notre conscience collective? Le choix vous appartient. Il a toujours été vôtre. Et ensemble, à travers les millions de petits choix que nous faisons chaque jour, nous créons l'avenir de l'humanité.
Faisons en sorte que ce soit un avenir dont nous pouvons être fiers, un avenir où nos enfants et petits-enfants peuvent s'épanouir, un avenir où la conscience collective humaine est forte et saine, où nous nous rappelons que nous sommes tous connectés, que nous appartenons tous à la même famille humaine, et que prendre soin les uns des autres n'est pas une faiblesse, mais notre plus grande force. Voilà mon message. Voilà ce que les êtres de cette nuit de septembre m'ont demandé de partager avec l'humanité avant 2026. J'ai fait ma part en transmettant ce message. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Mais quelle que soit votre décision, je vous souhaite courage, sagesse et paix dans votre voyage. Nous sommes tous dans ce voyage ensemble, que nous le réalisions ou non. Et ensemble, nous avons le pouvoir de créer quelque chose de vraiment beau et durable. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir eu le courage et l'ouverture d'esprit d'entendre cette histoire extraordinaire jusqu'au bout. Et surtout, merci d'être quelqu'un qui se soucie suffisamment de l'avenir de l'humanité pour prendre le temps de réfléchir à ces questions profondes et importantes. Le monde a besoin de plus de personnes comme vous, des personnes qui sont prêtes à remettre en question leurs hypothèses, à considérer de nouvelles possibilités et à faire les changements nécessaires dans leur propre vie pour contribuer à un avenir meilleur pour tous. Si cette histoire a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, si elle a touché quelque chose de profond en vous ou vous a fait réfléchir différemment sur votre propre vie et sur l'état de notre monde, alors je vous encourage à vous abonner à Les Échos de l'Invisible. Ce n'est pas pour moi que je vous demande cela, mais pour le message lui-même. Plus ce message atteint de personnes, plus grande est la probabilité que nous puissions collectivement inverser la tendance actuelle et construire un avenir meilleur. En vous abonnant, vous ne me soutenez pas simplement moi. Vous soutenez la diffusion d'un message qui pourrait aider à transformer notre conscience collective et à guider l'humanité vers un chemin plus sain. Et peut-être, si vous vous sentez inspiré, partagez cette histoire avec quelqu'un dans votre vie qui pourrait en bénéficier. Pas de manière agressive ou insistante, mais simplement en la rendant disponible pour ceux qui sont prêts à l'entendre. Parce que ce message n'est pas destiné à être gardé secret ou limité à quelques privilégiés. C'est un message pour toute l'humanité, et il doit être partagé aussi largement que possible. Alors que je conclus cette histoire, je ressens un mélange d'émotions. De l'espoir, certainement, parce que je crois vraiment que nous avons encore la capacité de choisir un meilleur avenir. De la crainte aussi, parce que le défi devant nous est immense et le temps est court. De la gratitude pour vous qui avez écouté, qui avez été ouverts à cette histoire extraordinaire et qui allez maintenant porter ce message dans votre propre vie et votre propre cercle d'influence. Et une détermination profonde de continuer à vivre selon les principes qui m'ont été communiqués cette nuit de septembre, de continuer à choisir la connexion plutôt que l'isolement, la présence plutôt que la distraction, la compassion plutôt que le jugement. Le message extraterrestre que j'ai reçu n'était peut-être pas rassurant dans le sens où il ne nous promettait pas que tout irait bien sans effort de notre part. Mais il était profondément rassurant dans un autre sens. Il nous rappelait que nous avons toujours le pouvoir de choisir, que l'avenir n'est pas prédéterminé, que notre humanité profonde, notre capacité d'amour et de connexion reste intacte, même si elle a été temporairement obscurcie par les conditions de notre vie moderne. Et finalement, c'est le message le plus important de tous. Vous avez le pouvoir. Chacun de nous a le pouvoir. Et ensemble, utilisant ce pouvoir consciemment et intentionnellement, nous pouvons créer le genre d'avenir dont nos âmes aspirent profondément. Un avenir de connexion, de sens, de communauté et de conscience collective forte. Un avenir où être humain signifie quelque chose de profond et de beau, où nous nous rappelons qui nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes ici. Merci. Merci du fond du cœur. Et que votre voyage soit rempli de présence, de connexion et d'amour. N'oubliez pas de vous abonner à Les Échos de l'Invisible pour continuer à explorer ces mystères qui nous entourent et qui nous invitent à vivre plus consciemment et plus pleinement.
Au revoir et à bientôt.